Bien, mes chers collègues, nous allons lancer cette audition si vous le voulez bien, puisque l'ordre du jour de notre commission appelle à nous prononcer sur une nomination envisagée par le président de la République aux fonctions de président de la commission du secret de la défense nationale pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le candidat proposé est M. Gilles Andréani, ici présent, auquel je souhaite la bienvenue dans cette commission. Vous savez que cette audition répond à une exigence prévue dans l'article 13 de notre Constitution, disposant que pour certains emplois ou fonctions, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Notre rapporteur Loïc Kervran a établi un questionnaire auquel M. Andréani a bien voulu apporter des réponses très détaillées. Ce document ainsi que le curriculum vitae de M. Andréani ont été transmis hier par le secrétariat à l'ensemble des commissaires, donc j'espère que vous l'avez bien reçu. Et les réponses à ce questionnaire seront mises en ligne à l'issue de la proclamation des résultats du scrutin. Avant de donner la parole à notre rapporteur, je rappelle les principales règles prévues par notre règlement et régissant les auditions organisées dans le cadre de l'article 13 de la Constitution. Premièrement, l'audition est publique. Deuxièmement, le scrutin est secret et doit avoir lieu hors de la présence de la personne auditionnée, et il ne peut donner lieu à une délégation de vote. Troisièmement, le dépouillement du scrutin doit avoir lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et à l'article 29-1 de notre règlement. En l'espèce, le Sénat auditionnera M. Andréani le mercredi 12 avril prochain, si les informations dont je dispose sont bonnes. Le dépouillement aura donc lieu dans les deux assemblées à l'issue du vote réalisé au Sénat. Enfin, le dépouillement du scrutin sera effectué par 2 scrutateurs qui surveilleront également tout à l'heure le bon déroulement du scrutin. Les 2 scrutateurs seront pour l'un issus d'un groupe d'opposition, pour l'autre issus du groupe majoritaire. Ils seront désignés parmi les commissaires volontaires. Je rappelle enfin que le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des 2 commissions. Il m'appartiendra de communiquer le résultat de vote à la présidence de l'Assemblée nationale et de vous en informer. Avant de laisser la parole à M. Andréani, je la cède au préalable à notre rapporteur, M. Loïc Kervran, pour qu'il nous présente le candidat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Andréani. Nous devons aujourd'hui nous prononcer sur votre nomination aux fonctions de président de la Commission du secret de la défense nationale en application du 5e alinéa de l'article 13 de la Constitution. Je veux dire d'abord à quel point je prends au sérieux cette responsabilité qui nous revient à nous aujourd'hui parlementaires d'examiner cette proposition de nomination en raison de son importance pour la garantie des droits et libertés de notre nation. J'ai eu l'honneur d'exercer par le passé d'autres fonctions de contrôle parlementaire, notamment des services de renseignement, et je sais l'importance du Parlement pour préserver ce juste équilibre entre intérêts fondamentaux de la nation et exigences démocratiques, notamment de transparence. Il me semble important de revenir d'abord sur le rôle de la CSDN. En vertu de l'article 2312-1 du Code de la Défense, la Commission du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du Code pénal. L'avis de la CSDN est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française ou du président d'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat chargé des affaires de sécurité intérieure, de la défense ou des finances. Cette possibilité a été introduite dans le cadre de la loi 2015-917 actualisant la programmation militaire pour les années 2015-2019. Je regrette que cette voie de saisine reste peu connue de notre Parlement et n'ait fait l'objet, sauf erreur de ma part, que d'une utilisation extrêmement récente en fait depuis sa création. Et la visibilité institutionnelle de la CSDN est peut-être aussi l'un des enjeux que nous avons en commun, à la fois la Commission de la Défense et la CSDN. Cette CSDN comprend 5 membres, 3 magistrats issus respectivement de la Cour des comptes, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, ainsi qu'un député et un sénateur. En application de l'article L. 2312-7 du Code de la Défense,
la commission du secret de la défense nationale émet un avis dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considération d'une part les missions de service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, l'exercice aussi du pouvoir de contrôle du Parlement ou encore le respect des engagements internationaux de la France, ainsi que d'autre part la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. En tant que rapporteur, j'ai auditionné M. Andréani, qui a bien voulu se rendre disponible la semaine passée, dans le prolongement du questionnaire complété qui vous a été transmis. Il me semble que le poste de président de la CSDN requiert une familiarité avec les documents classifiés, une connaissance fine des questions de sécurité intérieure et de défense, parce que la majorité des demandes de déclassification adressées à la CSDN concernent des documents classifiés, notamment à la demande des services de renseignement. En outre, le président de la CSDN doit être sensibilisé au respect des droits de la défense, à la présomption d'innocence et à la nécessité pour les magistrats de pouvoir disposer de l'ensemble des pièces utiles à la manifestation de la vérité. Ces 2 prérequis, vous le voyez, supposent pour le président et pour tous les membres de l'institution l'exercice au quotidien d'une difficile mais nécessaire conciliation entre l'exigence constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation d'une part, que protège la classification, et d'autre part, l'exercice des missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, et l'exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement, qui plaident, eux, pour une nécessaire régulation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de classification par les services compétents. Le parcours professionnel de M. Andréani s'est construit entre la Cour des comptes et les questions internationales et de défense au sein du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense et à l'OTAN. À la Cour des comptes, que vous intégrez à la sortie de l'ENA, vous avez présidé entre 2018 et février dernier la 4e chambre, qui est dite chambre régalienne, en charge notamment du contrôle des ministères de l'Intérieur, des armées, des services du Premier ministre ou encore de la présidence de la République. Dans ce dernier poste, vous avez notamment été à de nombreuses reprises en contact avec des documents classifiés. Et puis, en tant que magistrat, la collégialité, l'indépendance, le respect des droits de la défense, mais aussi la juste reddition des comptes sont pour vous, et j'ai pu le mesurer, des principes cardinaux. Lors de votre audition, vous avez notamment insisté sur plusieurs défis que vous souhaiteriez relever en cas de nomination à la présidence de la CSDN. Je pense notamment à la question des délais de saisine, mais aussi au rayonnement, à la transparence et à la valorisation institutionnelle de la Commission. Peut-être pourrez-vous nous en dire plus sur ces enjeux majeurs qui ont leur importance pour les parlementaires de la Commission de la Défense. J'aimerais aussi, si vous le pouviez, que vous puissiez nous dire comment, en tant que président de la CSDN, trouver ce juste équilibre entre la nécessaire classification visant à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation et la nécessaire déclassification afin de garantir les missions du service public de la justice et le respect des droits de la défense. Finalement, la question, c'est où placer ce curseur. J'ai le sentiment qu'au-delà de vos compétences pour occuper ce poste, qui me paraissent manifestes, vous avez par ailleurs réfléchi avec acuité, je dois dire, aux exigences du mandat qui pourrait être le vôtre, si les parlementaires des commissions de la Défense nationale, de l'Assemblée nationale et du Sénat approuvent votre nomination. Je vous remercie donc d'avoir répondu de manière exhaustive au questionnaire qui vous a été soumis, et je vous cède la parole en espérant que votre présence devant notre commission ce soir suscitera de nombreuses questions de la part de mes collègues députés, pour que finalement vive le contrôle parlementaire. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, je suis honoré d'avoir été pressenti pour présider la CSDN, honoré d'être aujourd'hui en mesure de soumettre cette candidature, cette nomination envisagée à votre examen et à vos suffrages. Monsieur le rapporteur, merci du soin que vous avez pris à préparer cette audition. Je me propose de vous dire en quelques mots, d'une part, comment je m'efforcerai, si ma nomination va à son terme,
de faire en sorte que la Commission exerce pleinement et dans les meilleures conditions d'indépendance, d'impartialité et d'efficacité la haute mission que la loi lui assigne. Et je me permettrai de tracer à cet égard quelques pistes modestes, pratiques, faute naturellement de pouvoir encore connaître la Commission de l'intérieur. Je vous dirais en quelques mots que ma vie professionnelle s'est partagée en deux, principalement hors de la cour, dans un premier temps, où je me suis occupé de questions de sécurité internationale pour faire court, entre 1986 et 2005. J'ai été, pendant cette période, en contact naturellement avec des informations classifiées, mais plus important avec les services et les autorités qui les produisent, que ce soit le ministère de la Défense ou des organismes internationaux comme l'OTAN. J'ai ensuite exercé diverses missions à la Cour des comptes depuis 2005 et en effet, j'ai pris le poste que vous avez mentionné, monsieur le rapporteur, de président de la 4e Chambre en mai 2018. Un poste exigeant qui a renouvelé ma connaissance et mes contacts avec les autorités chargées de la sécurité intérieure et de la défense nationale. Et j'ajouterai à l'énumération que vous avez bien voulu faire, monsieur le rapporteur, le contrôle des services de sécurité intérieure et le contrôle des services de renseignement qui relèvent également de cette Chambre. C'est dire que je suis, je dirais, ès-qualité et par mon parcours au fait des procédures et des préoccupations liées au secret de la défense nationale et, disons, au fait également des préoccupations des services qui les produisent et qui les utilisent. En même temps, j'appartiens à une institution, la Cour des comptes, dont le maître mot, la devise, si je puis dire, est l'ouverture et la transparence. La Chambre des comptes de Paris avait comme devise un livre ouvert sous lequel était marqué « Ouvrez et voyez ». Et c'est une éthique de la communication des informations, de l'ouverture, de l'assistance du Parlement dans sa mission de contrôle du gouvernement et de contribution au débat public au bénéfice des citoyens. C'est dire que ma vie professionnelle a été au fond, je dirais, placée sous ce signe de la publication, exigence renouvelée du point de vue de la Cour des comptes et de la politique qui lui est impulsée actuellement, d'ouvrir au maximum, je dirais, ses travaux à la connaissance du public et à la publication. Au fond, si je peux me permettre de le dire ainsi, entre ces deux séries d'exigences qui ont dominé ma vie professionnelle, l'intérêt pour les questions de sécurité internationale et de défense d'une part, l'ouverture et la pratique d'un contrôle de l'administration tournée vers l'information du citoyen, un équilibre qui n'est pas très différent que celui que la loi assigne à la Commission du secret de la défense nationale dans son article cardinal, qui est l'article L. 2312-17. Où placer le curseur, monsieur le rapporteur, entre ces deux séries d'exigences? Je dirais que c'est une affaire de pratique et une affaire de confiance. Confiance et dialogue avec les institutions qui produisent ces informations, mais attitude de rigueur et d'exigence au bénéfice du service de la justice et du Parlement quand c'est lui qui saisit la Commission. À cet égard, je voudrais observer que la Commission, sans être une juridiction, s'y apparente étroitement par sa composition et son mode de décision. Or, l'indépendance, la collégialité, l'impartialité, le respect pour le service de la justice sont des principes eux aussi qui imprègnent le travail de la Cour des comptes et avec lesquels je m'estime familier. Pour ce qui est des priorités que je pourrais faire miennes, si votre commission et la commission de la défense du Sénat confirmaient ma nomination, je voudrais d'abord observer que la nature collégiale de l'institution et par conséquent le caractère collectif des décisions qui y sont prises
m'empêche, à la différence d'autres institutions comparables, d'arriver avec quelque chose qui ressemblerait à un programme. D'autant que mon prédécesseur, M. Jean-Pierre Bel, a incarné de façon tout à fait efficace et remarquable l'institution. Et je compte bien me situer dans la continuité de son travail. Cela dit, il y a d'ores et déjà deux pistes pour faire progresser la Commission et lui permettre de mieux remplir ses objectifs. Bon, le premier, je le mentionne, il est dans le questionnaire écrit qui vous a été transmis. Je le mentionne à la suite d'ailleurs de Jean-Pierre Bel. C'est de raccourcir les délais entre la saisine par le juge ou par le Parlement de l'autorité administrative qui a émis le document classifié et la transmission de cette demande avec les documents correspondants à la Commission pour que celle-ci puisse statuer. Et pour vous donner quelques chiffres, ce délai était en gros jusqu'en 2018, de 2013 à 2018, de plus de 110 jours. Il est monté à 188 jours en 2019-2021. Il était encore de 123 jours en 2022. C'est à l'évidence beaucoup trop, surtout si l'on considère que la commission dûment saisie met en moyenne 20 jours à statuer. Et c'est d'autant moins admissible que parfois les demandes portent sur des documents identifiés, qu'il s'agit uniquement de rassembler et de transmettre à la commission, et par conséquent, les retards n'ont pas l'excuse d'avoir à rassembler sur des affaires anciennes des pièces se rapportant à une affaire donnée dont on ignore l'emplacement au sein de divers services. Cet écart s'est allongé par rapport aux premières années de fonctionnement de la Commission où il était régulièrement inférieur à 60 jours. Et donc c'est en priorité cet objectif de raccourcissement des délais que je peux, sans risquer d'être désavoué par les autres membres de la Commission, m'assigner. Bon, un deuxième objectif, c'est de raccourcir, c'est de mieux faire connaître la Commission et son rôle. Alors je ne veux pas dire par là qu'il s'agisse de développer la communication sur des avis dont la nature même exclut qu'ils fassent l'objet de quelques commentaires que ce soit de la part de la Commission ou de son président. Mon prédécesseur présumé ne le faisait pas et j'avoue que je n'y suis pas enclin pour ma part. Mais en revanche, il y a une marge de progrès pour la communication institutionnelle sur la Commission et ses missions. D'autant, et c'est peut-être là-dessus que je voudrais prendre un tout petit peu votre temps, qu'à l'examen, et encore une fois, vu de l'extérieur et sur la base des rapports d'activité de la Commission et des entretiens que j'ai pu avoir avec son ancien président et le secrétaire général, il m'apparaît que cette institution est, sinon un modèle, du moins représente un bon équilibre trouvé entre la nécessité de protéger le secret de la défense nationale, à l'ère de dispositions qui dérogent largement au droit commun de l'accès aux documents administratifs, et disons d'autres préoccupations touchant à l'exercice des libertés publiques, au fonctionnement de la justice et au pouvoir de contrôle du Parlement. Cet équilibre se traduit dans des dispositions du Code de la défense que d'ailleurs le Conseil constitutionnel, saisi par voie de QPC, a validé en 2011. En quoi est-ce qu'il y a besoin d'une autorité indépendante dans ce contexte? La protection du secret de la défense nationale, en France comme ailleurs, incombe principalement à l'exécutif dans le cadre d'un régime légal et pénal qui fait largement échapper l'exécutif aux mécanismes de contrôle juridictionnel et parlementaire habituels. Il lui confère une large part d'appréciation pour décider quelles sont les informations qui doivent être protégées par le secret de la défense nationale et quand doit cesser cette protection. Les décisions qu'il prend à cet effet ne sont pas soumises au contrôle du juge. Et une fois protégées, les informations relevant du secret ne sont normalement accessibles qu'à des personnes habilitées et ne peuvent être produites dans une procédure juridictionnelle tant qu'elles sont classifiées, à la différence des autres secrets protégés par la loi. Leur communication au Parlement est, elle aussi, limitée. Ces exceptions
que justifient les exigences de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, pour reprendre les termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, doivent être équilibrées. Elles doivent être équilibrées, dit le Conseil constitutionnel, avec le droit des personnes à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, et avec la recherche des auteurs d'infractions, et naturellement avec le pouvoir de contrôle du Parlement. Dans tous les pays démocratiques, un équilibre de ce genre est défini. La solution qu'a trouvée notre pays pour le réaliser est cependant originale, puisqu'il a désigné pour contribuer à cet équilibre une autorité indépendante créée en 1998, la CSDN, chargée d'examiner les documents classifiés dont la production serait réclamée à l'exécutif par le juge ou par le Parlement. Il a veillé à ce que cette commission soit rigoureusement indépendante, de par sa composition, qui vient de vous être rappelée par votre rapporteur, et je n'y reviens pas, par le fait que leur mandat n'est pas renouvelable, et je dirais par la culture collégiale de respect de l'activité juridictionnelle et des pouvoirs du juge qui empruntent cette institution. Ce dispositif est original. Je ne connais pas d'exemple d'autres pays qui interposent en quelque sorte entre la demande de déclassification et l'autorité émettrice une autorité d'un tel type. Ils permettent à la commission de balancer les exigences du secret avec celles de la bonne administration de la justice et de l'exercice de la mission de contrôle du Parlement. Et le fait que ces avis soient publics en fait un tiers de confiance qui atteste que si un document est protégé, c'est pour des raisons d'intérêt national et non pour d'autres motifs. Ce dispositif respecte la séparation des pouvoirs qui voit l'exécutif décider de la déclassification à l'issue de la procédure, mais au vu d'un avis indépendant qui, de fait, tempère le pouvoir discrétionnaire qui est le sien en ce domaine, comme le prouve le fait que dans la quasi-totalité des cas, 95%, et la totalité pour les 6 années qui viennent de s'écouler, le ministre concerné suit l'avis de la Commission. Son existence a été mentionnée par le Conseil constitutionnel et prise en compte dans la validation qu'il a effectuée des dispositions législatives dont il était saisi par voie de QPC relatives au régime légal de la protection du secret de la défense nationale. Je dirais que ce dispositif, il mérite d'être un peu mieux connu. Il est une contribution importante à notre état de droit, une contribution originale, et il existe sans doute une marge de progrès pour la communication institutionnelle sur la Commission et ses missions. Pour conclure, j'aborde la fonction de président de la CSDN qui pourrait m'être confiée sous réserve de vos suffrages, en ayant conscience du rôle important et original qui est le sien. Autorité administrative, elle est à la jonction du législatif et du judiciaire par la destination des documents sur lesquels elle rend un avis, par sa composition. Son indépendance, essentielle à l'accomplissement de sa mission, est confortée par le mode de désignation de ses membres et par son mode de fonctionnement collégial. Au total, si vous y consentez, je serai fier de représenter et de faire progresser, si je le peux, cet organe important et au rôle peut-être insuffisamment connu qui contribue à conforter notre état de droit. Je vous remercie. Merci, Monsieur Andréani, pour cette présentation et merci au rapporteur pour tout son travail également. Nous allons maintenant prendre les orateurs de groupe. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Yannick Chedeva pour une durée de 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Monsieur Andréani, autorité administrative indépendante, la commission du secret de la défense nationale est chargée de donner son avis sur les demandes de déclassification et de communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification. Ça a été rappelé par Loïc il y a quelques instants. Depuis 1998, donc depuis sa création, cette commission remplit son office. Elle n'a d'ailleurs fait l'objet que de 2 modifications dans son fonctionnement. La première en 2009, avec la réforme du Code de procédure pénale, où l'on ajoute la présence du président de la CSDN aux perquisitions entreprises dans les locaux abritant des informations protégées. Et la deuxième en 2015,
où il est prévu, dans le cadre de l'actualisation de la LPM 2015-2019, que le Parlement accède à des informations classifiées selon la même procédure que les juridictions. Votre passé professionnel vous a amené à exercer dans des affectations telles que l'IHEDN, le ministère des Affaires étrangères, vous a conduit à diriger des recherches à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, à représenter la France au Conseil de l'Atlantique Nord, entre autres, et naturellement à présider à la Cour des comptes, la 4e chambre, ça a été rappelé. Alors, vous avez déjà répondu à une de mes questions partiellement. Elle concernait l'accélération du délai de déclassification par l'autorité judiciaire ou le Parlement d'ailleurs, et la saisine de la commission pour avis. C'est vrai que 123 jours en 2022 contre 119 en 2013, il y a évidemment une interrogation. Donc, mais vous avez déjà partiellement répondu à la question que je voulais vous poser. Le deuxième point, c'est que 95% des avis consultatifs de la CSDN sont suivis par les autorités administratives compétentes. Vous semble-t-il nécessaire de faire évoluer ces avis consultatifs vers des avis conformes? Enfin, votre expérience dans différents secteurs, on vient de le rappeler, votre expérience, elle est rassurante. Elle est rassurante en raison du recul de l'ensemble des fonctions que vous avez pu exercer, qui nécessitent calme, méthode, sang-froid. Et donc, cette expérience que requiert la présidence de la commission du secret de la défense nationale, pour nous, elle nous rassure. Et donc, nous émettrons un vote favorable. Merci. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à Caroline Colombier. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Andréani et mes chers collègues, merci tout d'abord pour les éléments apportés au cours de cette audition, ainsi que pour vos réponses détaillées et complètes au questionnaire de Monsieur le rapporteur. Vous l'avez rappelé, la CSDN s'est solidement ancrée dans le paysage institutionnel français, et votre avis de déclassification favorable concernant l'assassinat d'Ivan Colonna a mis toute la lumière sur l'importance d'une telle institution dans notre État de droit. Les améliorations apportées par la loi de 2015 en étendant au Parlement la faculté d'accéder, selon la même procédure que les juridictions, à des informations classifiées sont également à saluer. Même si cette faculté a été très peu usitée jusqu'à maintenant, cette évolution majeure a permis de desserrer l'étau qui protège, souvent justement, parfois abusivement, le secret de la défense nationale et qui fait des représentants de la nation des quasi-mineurs par rapport aux fonctionnaires civils et militaires censés appliquer les lois de la République. Car non, les parlementaires ne sont pas des ennemis de la nation et ont conscience de l'importance du secret dans les affaires de l'État. En revanche, nous tenons à rappeler que ce secret ne doit pas être instrumentalisé politiquement de manière à dissimuler des scandales comme cela a pu se passer dans des affaires comme celle de Karachi ou des frégates de Taïwan. Nous pouvons légitimement nous interroger, par exemple, sur la classification des éléments concernant la gestion de la crise sanitaire, car les commissions d'enquête parlementaires respectives se sont souvent vues répondre une fin de non-recevoir lors de leurs travaux à ce sujet. Aussi, quelle est votre position sur une éventuelle déclassification de ces éléments ? En tout état de cause et au regard de votre honorable parcours, nous ne nous opposerons bien sûr pas à votre nomination, conscients du bon travail en intelligence que vous entretiendrez avec la représentation nationale et espérant une meilleure publicité du rôle de la CSDN, de sa composition et de ses travaux. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Toul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Andréani, pour ce propos liminaire très équilibré et instructif. Nous sommes ici donc pour approuver ou non votre nomination. Il n'est pas ici question pour nous de juger ni de votre bonne volonté ni de votre compétence. Votre CV fait foi de tout cela, ni même de l'utilité de l'institution, la protection des libertés publiques combinée à la défense des intérêts fondamentaux de la nation. Nous avons à nous prononcer dans un exercice difficile
qui nous oblige à nous mettre, pour ainsi dire, en situation et par définition sur des situations qui nous demeurent aujourd'hui encore opaques. C'est pourquoi j'aimerais vous poser une série de questions pour connaître vos options, les principes qui guideraient vos décisions en situation. J'imagine que, évidemment, vous avez consulté les grandes affaires qui ont été portées à la connaissance de la Commission. Par exemple, l'affaire Borrell, l'affaire Sankara. J'aimerais savoir quelle appréciation vous portez sur la façon dont ces dossiers ont pu être instruits. Plus récemment, le bombardement de Bounty a fait couler beaucoup d'encre. J'aimerais savoir si vous considérez que cette affaire justifiait une publication, de quel ordre, parce que le groupe auquel j'appartiens avait fait une proposition qui n'était pas une publication globale des éléments concernant ce bombardement, mais plutôt une communication à un niveau restreint, c'est-à-dire à la présidence de la Commission de la Défense et probablement à des parlementaires habilités pour l'occasion. J'aimerais connaître votre position sur le périmètre du secret défense concernant les questions de livraison d'armes. Considérez-vous, par exemple, que le rapport annuel puisse être encore étoffé? Évidemment, j'aimerais connaître votre avis sur la décision du Conseil d'État de juillet 2021 concernant les délais d'accès aux archives de plus de 50 ans. Et enfin, j'aimerais savoir si vous avez fait un travail de renseignement, enfin d'information sur le bilan de la LPM en matière de collecte de renseignements biométriques, parce qu'elle comportait un volet de cet ordre-là pour les soldats sur le terrain. Et j'aimerais savoir si vous considérez que ces documents cette autorisation qui était donnée à ce soldat était strictement proportionnée aux besoins des opérations qui avaient cours. Merci. Merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Monsieur Andréani, je voudrais, dans un premier temps, Monsieur le rapporteur et Monsieur Andréani, vous remercier pour tout ce travail de questionnaire et de réponse qui nous a permis de comprendre davantage les enjeux hautement importants de la CSDN. Votre carrière, Monsieur Andréani, professionnel de grand serviteur de l'État, nous donne toute confiance en votre profil. Et vous serez dans cette entreprise, si vous êtes élu par le Parlement, assisté ici à l'Assemblée nationale par notre collègue Jean-Michel Jacques, en qui j'ai toute confiance également. Donc ça fera, pour ma part, un beau binôme. J'aimerais à ce stade vous poser 2 petites questions. Si mon téléphone veut bien se rallumer, voilà. Depuis l'annulation en 2021 par le Conseil d'État des arrêtés de 2011 et 2020 relatifs à la non-déclassification de certains documents au-delà de 50 ou 100 ans, la déclassification de documents peut-elle porter atteinte à nos partenariats? Et également, j'aimerais savoir si la déclassification est préparée en amont ou pas par le ministère des Affaires étrangères afin de contextualiser ces documents. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josie Poitou. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur Andréani, chers collègues. Au nom du groupe démocrate, je vous remercie Monsieur Andréani pour votre présence parmi nous ce soir. Je me réjouis de votre candidature, ainsi que mon groupe, et nous l'espérons, de votre nomination à la présidence de la Commission du secret de la défense nationale. Cette institution, comme vous le savez, est très importante, tant pour la protection de nos intérêts et de notre défense nationale, que pour nous, parlementaires, qui exerçons notre mission de contrôle de l'action du gouvernement. Vous semblez tout à fait qualifié pour le poste de par votre carrière remarquable, tant à la Cour des comptes qu'au ministère des Affaires étrangères et de la Défense. En tant que président de la 4e chambre de la Cour des comptes, vous avez cette connaissance des exigences de la protection du secret de la défense nationale. Vous êtes en contact régulier avec des informations classifiées ainsi qu'avec les administrations qui les produisent et les classifient. Je souhaitais vous poser une question sur les critères pris en compte par cette commission lorsqu'elle examine une demande de déclassification d'une information. La notion d'intérêt national et de protection de cet intérêt est assez vaste et peut recouvrir des priorités bien différentes selon le contexte économique, stratégique et sécuritaire, ou encore en fonction des relations que nous entretenons avec d'autres acteurs internationaux. Pourriez-vous nous expliquer un peu plus comment la Commission se fait son avis et quels critères plus précis entrent en considération?
Et constatez-vous une évolution au cours du temps dans les critères pris en compte et dans la façon dont les avis sont formulés? Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur Andréani. Monsieur Andréani, je vous remercie pour votre propos liminaire et je tenais à vous signifier au nom du groupe socialiste que notre avis pour votre nomination sera favorable. Alors peut-être que j'ai mis la charrue avant les bœufs, mais j'avais toutefois une série de questions à vous poser concernant votre conception du rôle de la CSDN. Quels sont pour vous les intérêts fondamentaux de la nation qui justifient le maintien du secret de la défense nationale? Et dans quelle mesure ces intérêts sont-ils contingents et prennent-ils en compte, au-delà de la France, la situation de ses alliés? D'autre part, pensez-vous que la structure de la CSDN et la procédure d'examen permettent d'organiser efficacement une conciliation des intérêts, notamment la demande de déclassification émanant du Parlement? Justement, à propos de ce nouveau droit de saisine du Parlement, depuis 2015, il n'a été mobilisé qu'une seule fois. Pensez-vous qu'il y a là un axe d'amélioration? À l'inverse, un rôle croissant du Parlement est-il source de risque pour la vocation première de la CSDN en conciliant le secret avec les impératifs de la justice? La motivation des saisines parlementaires pourrait amener la CSDN à arbitrer des intérêts plus politiques et plus délicats. En 1995, le Conseil d'État qualifiait d'angle mort de la transparence le secret de la défense nationale. Pensez-vous que cet angle mort s'est refermé? En pratique, la quasi-totalité des avis de la CSDN sont suivis par l'autorité administrative. Pensez-vous qu'une évolution vers un système d'avis conforme est opportune? Enfin, plus haut dans la chaîne du secret de la défense nationale, la CSDN n'est pas formellement compétente pour traiter de la définition ou de l'application de la classification. Une nouvelle instruction ministérielle a rénové ces règles récemment en 2021. Pensez-vous qu'il serait intéressant de confier un rôle formel à la CSDN pour l'évaluation des règles de classification et leur application? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Andréani, les témoignages de confiance qui vous ont été exprimés par avance ne nous rendront que plus attentifs encore à vos réponses et c'est pourquoi je vous laisse la parole là. Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier vous-même et les membres de la Commission pour en effet les témoignages positifs de confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder. Et je prendrai, si vous permettez, les questions dans l'ordre. Monsieur Chenevard, je dirais qu'il y a un moyen procédural pour accélérer la mise à disposition des documents, c'est tout simplement que la Commission soit informée en même temps que l'administration compétente reçoit la demande, soit du juge, soit du Parlement, de l'existence de cette demande, pour pouvoir intervenir et encourager le processus. À défaut d'une modification législative, qui est un moyen un peu disproportionné pour parvenir à ça, c'est une bonne pratique procédurale que nous pourrions nous efforcer de négocier avec les principaux ministères saisis par le Parlement ou le juge. Pour ce qui concerne la question de l'avis conforme, je dirais que je ne connais pas d'exception, en ayant regardé un peu la pratique américaine, britannique, italienne, c'est les trois pays que j'ai regardés, mais très rapidement, puisque c'est quelques semaines à peine que je suis pressenti pour cette fonction. Je ne connais pas d'exemple où ce ne soit l'exécutif qui décide en dernier lieu, sauf décision judiciaire dans des cas très particuliers et rares. La Cour constitutionnelle italienne, par exemple, amenée parfois à saisir de ces questions, ce ne soit l'exécutif qui décide. Je trouve très heureux l'équilibre qui permet que cette décision n'intervienne qu'au vu d'un avis public. Je trouve que c'est déjà beaucoup, et sauf si, je dirais, l'exécutif devait ignorer les avis de la Commission, si on se retrouvait dans un contexte où
où il faudrait changer la loi pour conforter son rôle, ce que je ne crois pas. Je crois qu'il s'est conforté par la pratique et par la solidité de son travail au cours des presque, enfin disons des 17 années, 15 années qui viennent de s'écouler, excusez-moi, des 25 années qui viennent de s'écouler. Donc, a priori, je n'y suis pas favorable. La transformation en avis conforme, sauf bouleversement des relations entre l'exécutif et la commission. Et je vous remercie pour vos propos conclusifs. À Madame la députée Colombier, oui, en regardant le régime d'accès d'autres parlements aux informations classifiées, je hasarderais une opinion qui n'est pas celle d'un président pressenti de la commission, parce que ce n'est pas son travail, mais je dirais le fait est qu'en simple comparaison institutionnelle, d'autres parlements, le Congrès des États-Unis par exemple, a un accès plus large et la pratique des sessions secrètes autour d'informations classifiées y est beaucoup plus répandue qu'au bénéfice de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc il y a certainement là des progrès à effectuer. Je m'interdirais de commenter ce que devrait être la position de la Commission sur vous le comprenez bien, sur des affaires précises. Je ne peux rigoureusement pas le faire, sauf que vous trouvez dans le recueil de décisions publiées de la Commission, elles le sont toutes, des décisions de déclassification qui visent de toute évidence la crise sanitaire. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors, à monsieur le député Saint-Toul, non, je ne me suis pas, disons, je n'ai pas essayé de me renseigner sur... autrement que comme lecteur des journaux, et j'en ai une certaine mémoire, mais je n'ai aucun titre particulier à évoquer au titre de la candidature qui est la mienne aujourd'hui, les affaires que vous avez mentionnées. Et là encore, pour les mêmes raisons, je m'interdirais de commenter ce que devrait être la position de l'institution collégiale, par définition, qui est celle qui est la CSDN, et dont d'ailleurs les délibérations, comme pour toute institution collégiale, restent secrètes. Donc les positions individuelles, fussent-elles celles d'un président, ne sont pas, il n'est pas possible de les exprimer au dehors de la commission. Je me bornerai à faire une remarque, si vous le permettez, sur le problème des archives de plus de 50 ans. Et je peux imaginer qu'il y ait un rôle à jouer possible pour la Commission, mais je hasarde ça avec beaucoup de prudence dans ce domaine. Et si je fais ça, c'est au titre du souvenir de 2 cas de déclassification qui sont dans le domaine public, qui, au-delà de 50 ans, ont pu poser problème. L'un d'entre eux, j'ai eu à en connaître quand je m'occupais d'affaires de prolifération nucléaire au ministère des Affaires étrangères. C'est que Saddam Hussein avait, ou plutôt les services de Saddam Hussein avaient tiré des archives déclassifiées du programme Manhattan, le programme de la bombe atomique américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, les plans du procédé d'enrichissement électromagnétique totalement dépassés depuis, dont il s'était servi pour enrichir de l'uranium. Un deuxième exemple, c'est qu'à un moment, pour je ne sais si c'est par inadvertance ou autrement, les archives du mandat français ayant été déclassifiées, du mandat français en Syrie, des Syriens ont pu connaître l'identité des familles qui avaient collaboré secrètement avec la France pendant la période du mandat. Donc il y a des cas où l'expérience a montré que des déclassifications de documents au-delà de 50 ans pouvaient poser problème. Si saisi de tels cas, il y a une place pour que le gouvernement prenne l'avis de la Commission. Peut-être il y a quelque chose à faire. En tout état de cause, le problème de la déclassification
ne concerne pas que le secret de la défense nationale, il concerne les autres secrets protégés par la loi, notamment le secret des dossiers judiciaires ou le secret médical encore, ou d'autres. C'est un débat qui dépasse très largement la CSDN, mais je ne peux pas exclure tout à fait que la CSDN trouve, si le gouvernement ou le Parlement le souhaite, un rôle à jouer dans ce domaine. Pour ce qui est de la question de M. Bazin-Melnina sur Madame, excusez-moi, pardon, j'ai mal noté. C'est la même problématique de la déclassification des documents très anciens. Et encore une fois, les exemples que je viens de citer montrent qu'il peut y avoir là un problème. Et donc, encore une fois, il n'y a aucun rôle prévu pour la Commission dans ce domaine. C'est tout à fait clair au titre de la déclassification, de l'accès des historiens aux archives. Je peux, en faisant des recherches très rapides et très superficielles sur la comparaison avec les autres pays, et par parenthèse, c'est peut-être quelque chose que la Commission pourrait faire, de s'enquérir un peu davantage de ce qui se passe dans les autres pays et comment l'équilibre dont nous avons parlé est réalisé dans d'autres démocraties. J'ai constaté qu'il y avait des lois émanant du Congrès des États-Unis par lesquelles on demandait, le Congrès demandait à l'administration de déclassifier tout un pan de documents, et non pas de les déclassifier, pardonnez-moi, mais d'effectuer une revue détaillée de ces documents, souvent de grand intérêt historique, pour en donner accès au public. Et donc, plutôt que de traiter le problème globalement, en considérant l'ensemble des documents, il avait tendance à le traiter affaire par affaire et question par question, champ de compétences par champ de compétences. C'est peut-être une inspiration, une inspiration possible. Qu'appelle-t-on intérêt national, et en quoi est-ce que, disons, est-ce qu'on peut avoir une idée a priori de ce en quoi consiste l'intérêt national qui doit équilibrer les autres préoccupations que la loi assigne à la Commission. Je dirais qu'il y a quand même, à la fois dans le texte de la loi et dans la décision que j'ai citée du Conseil constitutionnel, des points de repère. La préoccupation de l'indépendance nationale, des intérêts fondamentaux de la nation, la sécurité des personnes, ce qui veut dire pour les décisions, et la Commission le dit dans son rapport intéressant les services de renseignement, la protection des sources et la protection des agents au sens d'agents publics, mais aussi dans un sens élargi. Ces préoccupations sont extrêmement présentes à l'esprit de la Commission et elle en fait état dans son rapport annuel. Donc je crois qu'on peut quand même cerner avec un certain degré de complétude ce qu'est l'intérêt supérieur de la nation qui justifie le secret si on se réfère à la fois au texte de la loi et aux considérations qui ont accompagné sa validation par le Conseil constitutionnel et que ça forme une base assez solide. Il me semble, Madame Thomas, que j'avais une question sur le risque. L'angle mort de la transparence, c'est un peu par construction que le secret de la défense nationale est un angle mort de la transparence. Les autres secrets ne sont pas opposables au juge. Le secret de la défense nationale l'est. Donc il a une spécificité. Ça ne veut pas dire que je dirais que ce soit un secret honteux ou que ce soit un secret qui cache des pensées coupables. Et d'ailleurs, le fait que le dispositif d'un avis
public rendu par une commission indépendante précède la décision du gouvernement me semble de nature disons, à conjurer ce risque, ou en tout cas à le réduire. Il me semble que la structure de la commission, l'organisation de ses services, très limités d'ailleurs, 4 permanents, la qualité de ses membres actuels donne à la commission les moyens d'effectuer efficacement sa mission. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Andréani. Je ne vois plus de questions. N'hésitez pas, chers collègues, si besoin. Je cède la parole à notre rapporteur. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, mais merci, Monsieur le Président. Comme notre audition avant, je voudrais d'abord dire quelques remerciements pour Claire Durand, qui est assise à ma droite et qui m'a accompagné ces derniers jours dans la préparation de cette audition. Bien sûr, à Monsieur Andréani pour avoir accepté de me rencontrer la semaine passée et puis pour la qualité et la complétude des réponses aujourd'hui. Et puis, bien sûr, à vous toutes et tous pour participer à cet exercice qui, une fois encore, je crois, est très important. Simplement pour clôturer mon intervention aujourd'hui, je voudrais signifier explicitement qu'en tant que rapporteur, j'exprimerai un avis favorable sur la nomination de M. Andréani. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur Andréani, nous allons maintenant devoir voter pour votre candidature. Et donc, je vais vous demander de vous retirer en vous remerciant encore de votre présence parmi nous aujourd'hui. Et si vous souhaitez vous exprimer une dernière fois, je vous propose de le faire. Je ne le ferai que pour vous remercier, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, pour votre écoute et pour les échos bienveillants que vous avez bien voulu faire à ma candidature. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, on va, avant de voter pour la candidature de Monsieur Andréani, pour bénéficier du caractère public de la rediffusion, je voudrais vous demander de vous prononcer sur la nomination du rapporteur sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Voilà, tant que la diffusion, j'allais dire, est publique. J'ai été saisi de la candidature de Monsieur Jean-Michel Jacques au nom des 3 groupes de la majorité. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Monsieur Lachaud, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Nous avons évoqué cette question lors d'un précédent bureau de la Commission et nous avions évoqué l'idée que, comme sur certains textes d'importance, il puisse y avoir un rapporteur général qui pourrait appartenir à la minorité présidentielle et, dans le même temps, des rapporteurs sur les différents chapitres de la loi. Vous aviez même vous-même fait cette proposition. Et aujourd'hui, nous avons le texte et nous constatons qu'il y a en effet plusieurs chapitres dans cette loi. Donc nous pourrions tout à fait envisager l'idée d'avoir un rapporteur général et des rapporteurs pour chaque chapitre de la loi qui pourraient représenter la pluralité de notre Assemblée. Merci, chers collègues. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Donc, oui, oui, chers collègues. Non, simplement une chose. Je crois qu'une loi de programmation militaire, ça doit être une loi qui a une cohérence. Avoir une cohérence, c'est avoir un rapporteur qui en connaît dans sa globalité, et saucissonner une loi de programmation militaire est une mauvaise idée. Alors effectivement, nous avions évoqué ce point au bureau à un moment donné où le périmètre de la loi de programmation militaire n'était pas encore connu. Il était d'ailleurs à l'époque encore question de l'intégration potentielle des dispositifs relatifs au service national universel qui effectivement allait ajouter plusieurs dizaines d'articles et c'est pour ça que notamment le sujet avait été envisagé. Mais effectivement, le bureau n'ayant rien acté dans un sens ou dans l'autre, finalement la loi de programmation militaire revenant sur un périmètre, j'allais dire, plus classique quand on regarde les différents formats de LPM depuis 1960, il nous semble maintenant clair
compte tenu de ce qui a été brillamment exposé par notre collègue Thiriot, qu'un seul rapporteur apporte de la cohérence à notre capacité à étudier le texte. Monsieur Lachaud. Ah, sauf si... Je vous en prie, chers collègues. Cette loi de programmation militaire ne pourra pas être votée avec les seules voix de la majorité minoritaire. Et donc, l'importance d'avoir des groupes d'opposition consultés sur un projet d'importance qui engage la France et sa défense pour les 6 années à venir doit être un travail au moins partagé. Ce n'est pas une remise en cause du candidat, au contraire, hein, bien évidemment, mais du process. Et je pense qu'il va falloir changer de méthode de travail et de gouvernement. On l'a bien vu. Un texte qui est présenté par un groupe unique et qui est isolé ne passe pas. Et donc, je pense qu'il faut prendre en compte le fait que ce texte ne peut passer qu'avec l'apport d'autres groupes que le groupe majoritaire. Alors oui, Monsieur Lachaud, vous souhaitez compléter et je vous répondrai par la suite. Oui, enfin, nous avons eu, par exemple, la loi bioéthique lors de la précédente mandature avec un rapporteur général qui assurait la cohérence et des rapporteurs par chapitre. Si la collégialité effraie monsieur le collègue Thiriot, c'est pourtant cette collégialité qui a apporté à la République ses plus grandes lois. Et je pense que nous aurions une loi de programmation militaire qui serait beaucoup plus riche si justement elle pouvait être construite, co-construite par l'ensemble des groupes. Et donc, à partir de ce moment, l'importance d'avoir une pluralité dans les rapporteurs me semble utile, y compris pour garantir la cohérence de la loi. Alors, je ne vois pas d'autres interventions. Donc simplement pour répondre sur le... Ah, alors peut-être pour apporter un... Monsieur Saint-Oulaïsi, je répondrai collectivement par la suite. Merci Monsieur le Président. Juste afin d'apporter un complément aux propos de mon collègue et répondre à notre collègue Thiriot. Un budget pluriannuel, une loi de programmation, c'est un budget pluriannuel. Un budget annuel a plusieurs rapporteurs. Comment on peut imaginer qu'un budget pluriannuel ne pourrait pas justifier d'avoir plusieurs rapporteurs? Il y a une question de logique et de cohérence. Alors, plusieurs éléments de réponse à vos interventions. Alors déjà, vous avez cité, chers collègues, le projet de loi bioéthique qui, à mon sens, a été étudié par une commission spéciale, si mes souvenirs sont bons, et pas par une commission du Parlement. Pour répondre également à vos interrogations concernant la méthode, je pense qu'effectivement, collectivement, il faut qu'on se dise que cette loi de programmation militaire, on l'a co-construise, on va dire, en tout cas, on l'analyse, on va dire, le plus possible ensemble. Et bien entendu, chaque député aura la possibilité de déposer des amendements. Et bien entendu, on aura la capacité, tous ensemble, d'essayer de trouver des voies de passage, on va dire, les plus collectifs possibles par rapport à ce travail qui pourrait être fait. Et je pense que l'unicité du rapporteur permettra justement d'avoir cette approche collective plutôt que d'avoir des approches saucissonnées, j'allais dire, par chapitre. Enfin, je rappelle que sur cette loi de programmation militaire, il est probable que plusieurs commissions se saisissent pour avis de ce texte. Je pense que la commission des finances va le faire. Et d'ailleurs, nous avons prévu demain une audition commune du président de la Cour des comptes. La commission des affaires étrangères va le faire également. Et peut-être que d'autres commissions auront également l'occasion de se saisir pour avis. Et donc, il y aura déjà, sur cette loi de programmation militaire, effectivement, qui est importante, des rapporteurs pour avis d'autres commissions qui travailleront avec nous. Mais en tout cas, je vous confirme bien la volonté d'avoir le travail, me semble-t-il, le plus collégial possible pour avancer sur ce projet consensuel qui doit être la promotion de notre défense nationale. Une dernière intervention ? Oui, tout à fait, parce que vous citez 2 rapporteurs pour avis qui appartiendront également à la minorité présidentielle. Donc, vous nous contraignez, alors que nous n'avons absolument aucun problème a priori avec la candidature du collègue Jean-Michel Jacques comme rapporteur, qui aurait pu être un rapporteur général, à présenter la candidature de Muriel Lèvreau comme rapporteur. Très bien, merci. Et enfin, je précise que les rapporteurs, les 8 rapporteurs budgétaires que nous avons pour avis dans le texte pourront également largement contribuer avec une forte légitimité, chacun dans leur domaine. Et vous avez noté que parmi ces 8 rapporteurs, les principaux groupes y sont représentés. En tout cas, j'ai bien pris en compte la candidature de Madame Lèvreau en complément de la candidature de notre collègue Jacques.
Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Je n'en vois pas. Donc nous allons procéder. Est-ce que... pardon, je vous en prie, chers collègues. Beaucoup de respect pour notre collègue et je crois qu'il le sait. La question n'est pas là. Je pense qu'il faut montrer un infléchissement dans la méthode de faire et je suis très déçu que les demandes que nous avons effectuées n'aient pas le moindre écho, en fait. Même dans la manière de travailler, vous nous dites qu'on pourrait déposer des amendements. Oui, merci. Enfin, encore heureux. Enfin, je veux dire, l'inverse serait très inquiétant pour notre démocratie, même si on peut être déjà inquiet. Et donc, même si ce n'était pas prévu, face à cette réponse, je présente ma candidature. Très bien. Sur les amendements, je disais qu'il allait y avoir une pratique qui pourrait être d'accueillir favorablement, on va dire, les contributions des uns et des autres et de voir comment trouver des voies de passage. Donc, je note cette troisième candidature. Je propose que l'on procède par main levée. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'y opposent? Très bien. Donc nous allons organiser un scrutin privé. Un scrutin privé, secret, effectivement, et également en complément de la candidature de M. Andréani. On suspend la séance pour... donc je suspends la séance.
Je vais donc désormais rendre public les résultats du scrutin. Ont obtenu Jean-Michel Jacques, 31 voix, Laurent Jacobelli, 6 voix, Muriel Lévrault, 7 voix, 2 abstentions et 1 blanc. Jean-Michel Jacques sera donc notre prochain rapporteur pour la loi de programmation militaire. Je vous félicite. Monsieur Jacques, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Merci, Monsieur le Président. Juste un petit mot, juste pour saluer déjà les 2 autres candidats et puis vous remercier pour votre confiance. Sachez, mes chers collègues, que je serai à votre écoute et n'hésitez pas à venir vers moi à tout moment. Nous avons une belle loi, un beau projet de loi programmation militaire et je crois que plus que jamais, nos militaires, nos soldats ont besoin qu'on soit aussi les uns et les autres au travail pour le bien de nos armées et de notre pays. Je vous remercie en tout cas. Bravo. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Et donc, nous allons devoir maintenant voter pour la candidature de monsieur Andriani. Et donc, il me faudra à nouveau 2 volontaires comme scrutateurs, l'un de la majorité et l'un de l'opposition. Pardon ? Alors, est-ce qu'on peut faire un main levée ? Non. Non, malheureusement, on ne peut pas faire un main levée puisqu'il y a également le vote du Sénat. Et donc, il y a des procédures très contraintes de dépouillement. Alors, il me faudrait 2 scrutateurs. Je vous demande un peu d'attention. Il faudrait que ces 2 scrutateurs soient présents le mercredi 12 avril pour un dépouillement commun avec le Sénat. Je ne sais pas si tout le monde a bien compris. Donc, les 2 commissions votent, on met les urnes sous clé et on dépouille en même temps que l'urne du Sénat. Alors... Donc on va reprendre les